Au paddle, Adrien Deviveur est sur toutes les balles. Objectif, s'épuiser pour canaliser une énergie débordante reçue à sa naissance. Plus je suis fatigué, plus je vais avoir des... C'est très paradoxal, mais des capacités de concentration qui sont développées, quoi. Ouais, c'est bien. C'est un super match, là. Tout l'influx nerveux qui est parti. Cette séance de sport, Adrien en a besoin avant de passer plusieurs heures en studio pour l'enregistrement d'une émission de télévision. Car l'animateur est atteint de TDAH, le trouble de l'attention avec hyperactivité. Je parle très vite, je suis assez impulsif dans ma manière de communiquer, mais aussi dans la manière dont je marche et dans la manière dont je cours. Mais j'ai aussi énormément d'hyperactivité cérébrale, donc j'ai beaucoup de choses dans ma tête à des moments qui ne sont pas spécialement opportuns. Et donc ça me permet d'évacuer vraiment tout le surplus d'énergie que j'ai, toutes les difficultés que je vais avoir pour me concentrer. Je sais que je vais pouvoir les gérer grâce au fait d'avoir vraiment fait du sport et d'avoir pu vraiment me dépenser un maximum. À 43 ans, Adrien a appris à vivre avec sa maladie. Mais il est passé par des moments très difficiles. De ma première humanité à Mareto, ça a été le carnage à l'école avec des remarques intempestives dans le bulletin, des comportements totalement inappropriés avec les profs mais aussi avec mes potes de classe, avec des heures de renvoi régulières. Et mes parents qui étaient désespérés parce qu'à l'époque, il n'y avait pas cette possibilité que l'élève puisse éventuellement aborder la problématique du TDAH. Sur le plateau du Grand Cactus, pendant la répétition, Adrien a encore du mal à rester en place. L'exercice lui demande visiblement des efforts. Mais grâce au sport, il tient le coup. Pourtant, il n'a pas toujours trouvé des solutions aussi saines. Une des caractéristiques et un des symptômes du TDAH, c'est l'addiction. On en parle beaucoup, hein, l'addiction, que ce soit au jeu, que ce soit à l'alcool, que ce soit aux drogues, que ce soit à plein de choses pour lesquelles on peut développer une addiction. Ben forcément, il y a un lien avec le TDAH parce qu'il y a cette notion d'adrénaline. Et donc, clairement, moi, j'ai eu des addictions dans mon jeune temps. J'avais peut-être tendance à boire de trop, j'avais peut-être tendance à exagérer un petit peu sur la consommation que j'avais. Si Adrien maîtrise désormais son trouble de l'attention, cela reste un combat de chaque instant. Adrien, tu peux descendre. Youp. Allez, on est parti. En boutique. Pour cette enquête, on a rencontré des personnalités hors normes. Mes yeux se portent partout. Pourquoi c'est là, pourquoi c'est là, pourquoi c'est là, pourquoi ça c'est là? Même un petit bruit, j'essaie de comprendre ce que c'est. Le trouble de l'attention, un diagnostic souvent lourd à porter. Moi, je me sentais nulle. Et je me disais, voilà quoi, je sers à rien. Les spécialistes sont débordés, les prises en charge compliquées. On doit sans cesse trier les demandes. Ça occasionne chez les enfants et chez les familles une grande souffrance. Même les traitements font polémique. La médication, ça a été très compliqué. Il y avait des gens qui disaient carrément mes parents droguent leur enfant. Et puis, il y a l'école, où trop souvent encore, les mentalités n'ont pas évolué. Un enseignant, s'il se dit « Mon Dieu, cet enfant, c'est un sale gamin », on est mal barré de septembre à juin. C'est la réalité de ce que nous, on vit. On vous emmène à la découverte d'un trouble qui souffre de nombreux préjugés.
TDAH, on s'en est vite rendu compte, c'est un sujet qui fait débat. Dans la presse déjà, certains articles évoquent une maladie inventée. D'autres s'inquiètent de l'usage des médicaments ou encore donnent la parole à ceux qui en souffrent. Chacun a son avis sur la question. Et on va le voir, il est aussi très mal connu du grand public. Est-ce que vous connaissez ces 4 lettres TDAH? Trouble déficitaire d'attention Moi, j'ai le TDA en fait, donc sans le H. avec ou sans hyperactivité. Ah, C'est le souci qui touche certains enfants en milieu scolaire et qui les empêche, soi-disant, d'étudier. On diagnostique beaucoup d'enfants avec le TDA avec ou sans H. Et en fait, ce sont des troubles du sommeil qu'ils ont. ça peut être associé à l'autisme? Je pense qu'on a tout fait de mettre un diagnostic quelquefois. Moi, j'ai été faire des tests une fois pour ça, pour voir si j'avais pas des troubles d'attention. Et au final, il s'avère que non, je suis juste un peu distrait, mais... Parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui l'ont que ce qu'on pense. Donc c'est bien que les gens se rendent compte que ça existe. Ce trouble, il existe vraiment. Ces symptômes sont même décrits dans la littérature médicale depuis plus de 100 ans. On vous explique. TDAH, c'est donc le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un trouble du neurodéveloppement, c'est-à-dire que le cerveau des TDAH ne fonctionne pas tout à fait comme les autres. La cause reste inconnue à ce jour, mais on pense qu'il est d'origine génétique. Parmi les symptômes, il y a d'abord l'inattention, la difficulté à se concentrer, l'impulsivité, agir ou parler avant de réfléchir, et l'hyperactivité, avoir tout le temps envie de bouger. On parle de maladie quand ces symptômes sont si importants qu'ils impactent sérieusement la vie des patients. On estime que 6,5% des enfants souffrent de TDAH. Il serait donc plus de 150 000 en Belgique. Malgré ce chiffre impressionnant, aujourd'hui encore, le trouble de l'attention reste largement méconnu. C'est ce qu'affirme ce psychiatre spécialisé dans le TDAH depuis plus de 20 ans. Il y a d'abord toute une partie de la population qui n'est pas encore suffisamment consciente que c'est quelque chose qui peut exister. Alors non seulement du côté des enseignants, du côté même parfois des employeurs, puisque c'est quelque chose dont on parle de plus en plus en entreprise, et puis alors aussi dans des publics quasiment plus marginalisés, les personnes addictes à certains produits. La population en prison est fortement marquée par le TDAH, avec des soignants peut-être qui sont encore peu informés et des professionnels qui pourraient être impliqués dans le dépistage, qui eux ne sont pas suffisamment informés non plus. Ce manque de reconnaissance, on va s'en rendre compte dans notre enquête, il a de nombreuses conséquences pour les enfants et leurs familles. Elisa a 11 ans. Chaque semaine, elle s'entraîne sans relâche sur les murs de cette salle bruxelloise. Une activité a priori banale pour une jeune fille de son âge, sauf qu'Elisa est atteinte de TDAH. Pour elle, l'escalade présente de nombreux avantages. Ça me prend de l'énergie déjà beaucoup. Et j'aime bien quand je monte sur les murs, par exemple quand je suis stressée ou fâchée. Ça me calme. Analyser le mur, visualiser chaque prise. Ce sport lui permet aussi de gérer un autre symptôme de son trouble, la concentration. Mais un TDAH s'ennuie vite, très vite. Je sais pas, j'aime bien pratiquer tous les sports, donc plus ou moins tous les ans je change de sport. J'ai fait de la boxe, de la gym artistique, du judo, de la danse, enfin je fais de la danse du coup, l'escalade, du tennis, du ski,
plusieurs, mais je me souviens pas de tout. Difficile à suivre pour sa maman, qui a dû apprendre à gérer seule la personnalité hors norme de sa fille. Pour chaque geste du quotidien, il faut s'adapter, trouver sans cesse des solutions pour contourner les symptômes du TDAH. Comme on va le voir, pour les devoirs. Reprends tes feuilles, comme ça tu peux regarder de nouveau. Est-ce que tu te souviens comment est la Terre? Donc c'est une sphère. L'équateur est une ligne imaginaire qui est au milieu de la Terre. C'est ça. Bon, elle regarde plein de choses autour en même temps, elle est distraite parfois, mais vraiment c'est une des choses qui fonctionne le mieux. Parce que quand on est à la maison et qu'elle est assise à la table, c'est beaucoup plus compliqué. Et voilà, ici c'est un moment où on est à deux, où elle peut pas s'échapper, donc c'est facile. Malgré une complicité évidente avec sa fille, on le comprend, être parent d'un enfant TDAH, c'est un défi de tous les jours. Il y a des moments où on craque vraiment, où c'est vraiment dur, où on ne sait plus quoi faire, on est un peu désemparé, on est à bout nous, mais on a peur pour eux aussi, enfin pour elle, j'ai peur aussi pour elle. Parfois, je me dis, par rapport à l'école, etc., ça peut être compliqué. Pour le futur, etc. Donc voilà. Cette inquiétude, cette souffrance, la plupart des parents d'enfants TDAH la partagent. Noah a 14 ans. Lui est TDA, sans H. Pas d'hyperactivité donc, mais un trouble de l'attention bien présent. Quoi qu'il fasse, son esprit s'échappe. Le moindre bruit le distrait. Tu as des devoirs? Non. Ouais, faudra quand même regarder un petit peu. C'est son institutrice de 2e primaire qui m'a demandé qu'on le teste pour voir s'il avait un trouble de l'attention ou s'il était juste fainéant. C'est comme ça qu'elle vous l'a dit? Oui. Parce qu'elle voyait qu'il n'était plus là, qu'il fallait le rappeler, qu'il était ailleurs. Elle le voyait dans ses pensées, en fait. Elle voyait bien qu'il ne suivait plus le cours, donc elle le rappelait assez régulièrement. Donc voilà, d'où elle a demandé qu'on fasse les examens. Donc le cercle de centre O et de rayon R est l'ensemble des points. C'est surtout au moment des devoirs que le trouble de Noah se transforme en calvaire. Donc ça c'est quoi? De B à C? C'est ça. L'adolescent est pourtant de bonne volonté. Il veut se concentrer, mais ses efforts l'épuisent. Et puis... le train. Même un petit bruit, j'essaie de comprendre ce que c'est. Donc, je fais plus attention à mes devoirs. Ou quand j'étudie, j'écoute, j'essaie d'entendre ce que c'est. Ici, voilà, on a fait une demi-heure. Je vois bien que déjà, non, là, il est temps de s'arrêter et peut-être de reprendre plus tard, après le souper, ou si c'est pas pour demain, de retaper le clou sur le clou demain. Mais là, parce que quand c'est comme ça, je sais bien qu'il sera plus réceptif, donc ça sert à rien, ça rentrera, mais ça ressortira d'office, donc... Les devoirs pour les enfants TDA ou TDAH sont source de tension pour toute la famille. Mais les difficultés commencent souvent bien avant l'âge des premières révisions. Regarde, même là, on voit que tu bouges. Elle a toujours énormément bougé, etc. Elle faisait des mouvements avec ses jambes, elle dormait très très peu. Et à la crèche, je me souviens, c'était une crèche à 2 étages où il y avait les petits en haut et les plus grands en bas.
Et la dame me disait qu'en fait, il descendait Elisa chez les plus grands parce qu'elle était trop éveillée en fait, pour son âge et trop active tout le temps et qu'elle ne voulait pas dormir. Donc déjà, à la crèche, ça a été compliqué, on va dire. Ça, c'est ta rentrée à l'école? Ton premier jour à l'école? Ouais. C'est à l'entrée en primaire que les choses se corsent. L'école découvre qu'Elisa souffre de dysgraphie, elle a du mal à former les lettres. C'est le début d'un parcours semé d'embûches. Elle a été suivie par une graphothérapeute. Et là, on nous a dit il faut aller quand même consulter, il faut aller voir. Elle a été suivie par une neuropsy, puis de là, on a dû aller voir une neuropédiatre. Il y a le TDAH qui doit être détecté, on va dire. Elle a eu des bilans neurologiques, elle a eu un électroencéphalogramme. On ne sait pas trop par qui se faire aider, en fait. Et on nous envoie à 10 endroits différents. Il y a des centres disponibles, mais il n'y a plus de place, ou bien les horaires ne correspondent pas. Il faut aller la journée, mais elle est à l'école. Et donc, c'est vraiment un parcours du combattant. Baladés d'un spécialiste à l'autre, les parents d'enfants TDAH se sentent bien seuls. La prise en charge des troubles de l'attention en Belgique est à ce point problématique qu'elle a été dénoncée dans un avis du Conseil supérieur de la santé, rendu en 2021. Actuellement, les équipes multidisciplinaires sont surchargées, ce qui entraîne de longs délais d'attente et une sévérité et une complexité accrue des problèmes qui les rendent encore plus difficiles à traiter. Ce que ce rapport atteste, c'est qu'on manque de médecins spécialisés dans le TDAH. Et en attendant d'être traités, la situation des enfants empire. Avant de pouvoir parcourir ces longs couloirs, il faut souvent compter 9 mois à 1 an d'attente et d'angoisse pour les familles. Depuis qu'on s'est vu, est-ce qu'il y a eu des problèmes particuliers au niveau de ta santé? T'as pas été malade? T'as pas dû voir de docteur? La docteure Marion de Permentier est neuropédiatre. Pour diagnostiquer les enfants TDAH comme Lucien, 14 ans, elle se base sur des tests d'attention réalisés par des neuropsychologues, mais aussi et surtout sur de longs entretiens de plusieurs heures avec ces jeunes patients et leurs parents. Ton sommeil, c'est comment? Ça va. Des fois, je dors mal, mais c'est comme tout le monde. Et à quelle heure tu vas dormir le soir? 22h, 22h30 des fois quand je travaille. Ouais. On va chercher ce qui peut distraire un enfant, et il y a beaucoup de choses. On a des enfants qui ne dorment pas bien, on a des enfants qui ne mangent pas bien, on a des enfants qui sont stressés, qui sont anxieux, ou qui ont des maladies somatiques qui font qu'ils ne sont pas disponibles, qui sont inattentifs, ou qui sont distraits, ou hyperactifs. Et donc ça, c'est notre premier travail, c'est de chercher les autres causes. Et ensuite, pour le trouble de l'attention, on va rechercher les différents critères cliniques d'inattention, de distraction, d'hyperactivité et ou d'impulsivité, sur base d'un entretien avec les parents, avec l'enfant, et puis pour interroger l'école ou la logopède ou l'activité extrascolaire, on peut éventuellement faire passer des questionnaires et essayer de comparer la vie des différents intervenants par rapport aux symptômes décrits. Des démarches qui prennent du temps, beaucoup de temps, de quoi mettre les médecins sous pression. On doit sans cesse trier les demandes, postposer les demandes. Ça occasionne chez les enfants et chez les familles une grande souffrance qu'il faut pouvoir entendre. Poser le diagnostic ou l'infirmer est vraiment important pour ces familles. Cela prend un certain temps. La réduction du temps de diagnostic est un enjeu majeur, puisqu'au plus tôt on comprend comment fonctionnent ces enfants, au plus tôt on peut les aider. Trouver un spécialiste, établir un diagnostic, c'est déjà une épreuve pour les familles. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Au cours de notre enquête, on va découvrir que les traitements du TDAH sont eux aussi source de difficultés. À commencer par le méthylphénidate, un médicament vendu chez nous notamment sous le nom de Relatine. Et on peut dire qu'il traîne une très mauvaise réputation. On le surnomme la pilule de l'obéissance ou même la cocaïne des enfants. Il aurait des effets secondaires dévastateurs. Sa consommation serait toujours trop importante. Il faut dire que la Relatine est un psychostimulant proche des amphétamines.
Chez les enfants TDAH, il agit sur la communication entre les neurones et améliore donc leur concentration. Dans les années 2000, les prescriptions explosent pour atteindre 32 000 enfants traités en 2010. Parmi eux, Loïc Nagant, 24 ans aujourd'hui, collaborateur parlementaire écolo à Bruxelles. Si nous avons retrouvé sa trace, c'est parce qu'il témoignait en 2012 dans un reportage de la RTBF. Une Rilatine dure que 4 heures. Et donc comme ça, j'en ai le matin et l'après-midi. Après sa participation à ce sujet, intitulé « Drogue-t-on nos enfants ?», Loïc se souvient de commentaires blessants. Sur les réseaux sociaux, puisque c'était le début des réseaux sociaux, il y avait des gens qui disaient carrément mes parents droguent leur enfant. Et dans mes souvenirs, oui, ça a été pas facile pour eux parce que c'était pas du tout ça. En fait, ils ne me droguaient pas, ils me permettaient d'accéder à un médicament qui m'aidait en fait à pouvoir réussir à l'école. Et en ce sens-là, on me droguait pas, non. Loïc a pris de la Rilatine pendant près de 9 ans, avec des effets très positifs sur ses résultats scolaires. Pourtant, il décide seul d'arrêter son traitement en fin de secondaire. Je sentais que j'étais pas vraiment moi-même. D'habitude, je suis rieur et j'aime déconner. Et en fait, je me souviens, le simple fait que quelqu'un me parle durant un intercours, durant la pause du midi ou la récréation, je restais focalisé j'étais tellement concentré que j'arrivais pas à me détendre. Et donc j'avais une tension en moi permanente. Et ça, je me souviens que j'en ai parlé aussi à mes parents d'abord, à mon docteur, pour essayer de voir si je pouvais pas moins en prendre ou essayer d'arranger ça. Avec le temps, Loïc a trouvé des mécanismes qui lui permettent de gérer son trouble sans médicaments. Mais il ne regrette pas d'avoir pris de la Rilatine. Dans mon cas, ça m'a vraiment aidé. Le seul regret que je pose, c'est que j'aurais voulu qu'on m'aide plus rapidement à pouvoir en sortir parce que j'avais l'impression que je pouvais pas m'en débarrasser, mais en sortir progressivement plus rapidement. Parce qu'en fait, je l'ai fait moi-même. Alors, je suis bien conscient que chaque patient est différent, mais dans mon cas, je pense que ça aurait été utile. Et preuve en est, puisque je l'ai fait moi-même et ça a fonctionné. Au-delà de la polémique, et si personne ne remet en cause son efficacité, le médicament reste source de nombreuses interrogations pour les familles. Bon, on va préparer ta Rilatine pour maintenant. Ok, tiens. Retour chez Elisa. Depuis 2 ans, la jeune fille prend de la Rilatine les jours d'école pour mieux se concentrer. Elle en prend un le matin et un le midi. Enfin, un demi le matin et un demi à midi. Et donc, je le mets dans la boîte à tartines pour qu'elle n'oublie pas de le prendre. Et elle arrive quand même encore de temps en temps à oublier. Le médicament fait aujourd'hui partie intégrante du traitement d'Elisa. Mais c'est une décision qui a été extrêmement difficile à prendre pour sa maman. En fait, j'étais totalement contre. Je voulais pas. J'avais l'impression, je me disais, c'est un médicament, c'est peut-être comme une drogue, ça va lui faire du mal, c'est pas bon, c'est quelque chose qu'elle va devoir prendre tout le temps. Il y a peut-être une dépendance. Donc voilà. Après, je me suis beaucoup renseignée, j'ai beaucoup lu, j'ai vu des spécialistes, j'ai vu des gens qui avaient des enfants qui en prenaient. Et je pense qu'elle a commencé à en prendre vers la fin de la 4e primaire. Le travail scolaire était de plus en plus compliqué. Et je me suis dit, en fait, il faut le tester. Selon sa maman, Elisa peut mieux se concentrer quand elle prend son médicament. Comme elle, 33 766 enfants ont pris du méthylphénidate en 2022. C'est 5,5% de plus qu'en 2010. Pour les spécialistes du TDAH, cette légère augmentation montre que le trouble est de mieux en mieux diagnostiqué, mais tous restent prudents. Je pense qu'il faut que ça soit le fruit d'une longue réflexion, d'un bilan, d'une mise au point.
Probablement pas un premier rendez-vous, puisqu'il faut, il faut se donner du temps. Mais d'un autre côté, un enfant avec un trouble de l'attention, avec de l'hyperactivité qui n'est pas contrôlé, c'est un enfant en souffrance. Et donc si le médicament peut donner un effet, une réponse finalement assez rapide, je pense qu'il faut le proposer. Le méthylphénidate est à utiliser quand d'autres approches non médicamenteuses ont montré une certaine limite, ou bien lorsque, de manière assez évidente, les symptômes centraux du TDAH restent très présents, alors là, un traitement par méthylphénidate peut être indiqué en première ligne, mais toujours associé à des approches non médicamenteuses. Notamment un soutien psychologique. Problème, le médicament est l'un des rares traitements entièrement remboursés en Belgique. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Dans cette enquête, il y a un arrêt qui nous semblait indispensable, l'école. En Belgique, il y aurait au moins un enfant TDAH par classe. C'est souvent là que le trouble de l'attention cause le plus de souffrance. Nous avons choisi une école communale réputée pour bien s'occuper des enfants aux besoins spécifiques. Elle en accueille donc beaucoup. Mais avant d'arriver ici, la plupart des élèves TDAH ont eu un parcours scolaire douloureux. C'est le cas d'Alexandra, 16 ans. En fait, quand j'étais petite, quand j'étais en primaire, on me disait souvent oui, t'es trop lente, t'as du potentiel, mais tu fais pas vraiment les trucs, on dirait que t'as pas envie. C'était surtout que je prenais plein de temps à faire mes devoirs. Par exemple, en primaire, je pouvais rester jusqu'à 22-23 heures en train de faire mes devoirs, alors que avec l'aide de mes parents, mais c'était parce que j'arrivais vraiment pas à me concentrer et je me disais, en fait, voilà quoi, je sers à rien. Malgré leurs efforts, les jeunes TDAH se retrouvent trop souvent broyés par un système scolaire peu compréhensif. Elzé a perdu 2 ans en passant par une école spécialisée avant de pouvoir revenir vers le système ordinaire. Me concentrer, ça me demande énormément d'énergie. Et le matin, je disais allez, je vais le faire et tout. Et l'après-midi, en fait, j'avais déjà tout dépensé et je dormais, vraiment. Et c'est vrai que c'est des périodes très difficiles parce que moi, je me sentais nulle. Vraiment, ça venait plus des adultes, même si c'était plutôt, ça partait des fois d'une bonne intention. Voilà, le fait de dire que j'étais pas capable de passer le CEB, ça m'a fait mal. C'est difficile à entendre. Les gens de mon âge sont 2 classes au-dessus de moi. Voilà, c'était un peu truc de je perds quoi. Et voilà. Vous allez recevoir ici une feuille sur laquelle il y a la grille d'évaluation. On va lire ensemble les consignes. Dans cette classe de 4e secondaire, ils sont 3 à souffrir de troubles de l'attention. Elzé, Alexandra et Diogo sont installés devant, au plus près de leur professeur. Et surtout, loin des fenêtres, pour éviter les distractions. Diogo, t'en es où? Tu en es où? Je vais te faire mon introduction. Ok, ça c'est bien. L'introduction, ça va. Régulièrement, l'enseignante relance leur attention quand elle sent qu'ils ne sont plus concentrés. Autre aménagement, un ordinateur pour Elzé, qui est aussi dyslexique. Ou une chambre à air tendue sous le bureau d'Alexandra pour qu'elle puisse bouger ses jambes. Toutes ces mesures, c'est ce qu'on appelle des aménagements raisonnables, en abrégé AR. Alexandra, tu as indiqué AR sur la feuille. N'oubliez pas d'indiquer AR, ceux qui en ont sur la feuille. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais ces aménagements sont essentiels. Ils permettent aux jeunes TDAH de poursuivre une scolarité ordinaire, comme les autres élèves. Mais pour les enseignants souvent surmenés, ce n'est pas toujours évident à gérer. On clôture, on remplit la grille d'auto-évaluation.
Merci. Tu l'as mis sous le document d'habitude. Éthiquement, je trouve que ça a tout à fait son intérêt, mais parfois c'est une charge mentale en plus. Et je sais que par exemple avec Elzé, on a eu un moment un peu compliqué cette année où elle avait l'impression que je n'aimais pas, enfin elle me disait tu n'aimes pas les AR, mais c'est juste que en fait tout d'un coup je me rappelais que j'avais pas ma clé USB parce qu'en plus on utilise les clés USB pour imprimer nos documents à la photocopieuse et donc il suffisait que je l'ai oublié à la photocopieuse et donc elle me fait signe pour avoir la clé USB et je me dis oh non zut encore ça. Et donc c'est une petite chose en plus qui parfois vient en trop. Si les élèves comme Diogo sont aussi bien entourés dans cette école, c'est en grande partie grâce à un poste essentiel. On va vérifier tes aménagements alimentaires. D'accord. Donc le temps supplémentaire, ça c'est d'office. Celui d'Ingrid Grillo. Elle est directrice adjointe, mais pas seulement. Elle consacre la moitié de son temps aux aménagements raisonnables et à l'accrochage scolaire. Intégrer les élèves TDAH est au cœur du projet de cette école à pédagogie active. Je pense que ça peut se faire dans n'importe quelle école et ça devrait se faire puisque c'est la loi. Donc en fait, nous on applique la loi tout simplement. Peut-être que nous on a un petit peu d'avance sur les autres écoles. Mais en tout cas, chaque école ordinaire va devoir faire ce travail. Et ce que nous, on espère, c'est que il y aura peut-être un peu moins de concentration d'élèves à besoins spécifiques chez nous et que ça soit réparti dans toutes les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est vrai que la loi est très claire. Le décret du 7 décembre 2017 précise: tout élève de l'enseignement ordinaire, fondamental et secondaire qui présente des besoins spécifiques est en droit de bénéficier d'aménagements raisonnables, matériels, organisationnels ou pédagogiques appropriés. Depuis 2022, les écoles peuvent aussi compter sur l'aide d'éducateurs, de logopèdes ou d'ergothérapeutes envoyés par la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis ce qu'on appelle les pôles territoriaux. Sur papier, tout cela semble limpide, mais sur le terrain, c'est plus compliqué. Direction le Brabant wallon. Dans cette association, on voit défiler chaque année 300 enfants TDAH scolarisés dans toute la Belgique. Salut Kirsten. Salut. Allez, vas-y, rentre. Bonjour. Salut. Comme Kirsten, ils apprennent ici à utiliser une tablette pour compenser leurs différents troubles. Je viens me mettre au-dessus du document que j'ai besoin. Je prends juste la partie du document que j'ai besoin. Je clique sur la photo. Et là, je vais sélectionner le texte que j'ai besoin. Pour la présidente de la SBL, la prise en charge des TDAH à l'école est problématique. C'est l'horreur. Avoir un enfant de 10 ans qui est à sa 5e école, c'est la réalité de ce que nous on vit. Moi, il y a parfois où je comprends pas pourquoi ça marche à tel endroit et 300 mètres plus loin, on a le même type d'école et ça fonctionne pas. Les endroits où ça marche, c'est les endroits qui acceptent de se remettre en question. C'est juste les mentalités qui font que ça change. Oui, c'est là que ça doit changer. Malgré certains progrès ces dernières années, la situation dans les écoles est encore loin d'être idéale pour les enfants TDAH. Pendant ce temps, les familles livrées à elles-mêmes se débattent pour trouver des solutions. Et quand le bien-être des enfants est en jeu, quelques promesses faciles peuvent paraître bien séduisantes. Sur Internet, on est vite tombé sur le neurofeedback, une méthode d'entraînement du cerveau proposée dans une dizaine de cabinets en Belgique et qui semble connaître un certain succès. Problème, la grande majorité de ces praticiens n'a aucune formation médicale. C'est le cas de François de Chevilly, qui l'affiche d'ailleurs sur son site. Il n'a pas fait psycho ni médecine, mais des études de marketing. Un CV qui nous interpelle, alors nous nous rendons à son cabinet, où il a accepté de nous recevoir. Depuis 2008,
Il reçoit ici des enfants et des adultes. Bonjour, Sarah, enchantée. Ce jour-là, il a fait venir pour nous un de ses habitués. Bonjour. Je trouve ça aussi intéressant d'avoir un adulte qui pouvait vraiment exprimer avec des mots. Oui, des mots plus conséquents et plus étudiés, vraiment les effets qu'il avait sur lui, et pas seulement, oui, mon fils a de meilleurs points. Loïc pense être TDAH, mais il n'a pas fait de diagnostic. Devant nos caméras, François de Chevilly lui installe des électrodes et un casque sur les oreilles. Pendant 30 minutes, il va entendre cette musique. Toutes les 6 secondes environ, écoutez bien, elle se coupe, comme un disque rayé. Donc le cerveau s'arrête un espace de millième de seconde et il y a une réponse d'orientation. Qu'est-ce que je vais faire avec cette nouvelle information? Il se connecte à un autre neurone, réponse de relaxation, parce que cette connexion est pertinente. Et donc c'est vraiment la coupure du son qui permet au cerveau de recevoir une information. Vous n'avez pas tout compris, nous non plus. Et pourtant, il ne faut pas une grande expertise pour faire fonctionner cette machine, de l'aveu même de son utilisateur. Voilà, moi je ne fais, comme vous voyez, rien. La machine, le système reçoit l'information et calcule grâce à un algorithme, et dès qu'il voit qu'il y a une erreur, coupe le son. Loïc, lui, est convaincu des bienfaits du neurofeedback. Je suis vraiment détendu. Je suis un peu dans le gaz quand même. Ça fait un peu... mais ça me calme complètement, quoi. Ça me permet d'être tout à fait ancré, je dirais. Et pour moi, il y a aussi quelque chose de l'ordre un petit peu du voyage initiatique, quoi. Donc, là, c'est un truc... Prix du voyage, 50 €. Et pour voir des effets tangibles, il faudrait une dizaine de séances. De quoi rentabiliser le matériel acheté 10 000 €. Dizaine de séances, c'est donc 500 €. Il y a beaucoup de gens qui viennent chez moi en dernier ressort, ils ont dépensé des milliers d'euros, remboursement mutuel fait, pour ne pas être toujours très avancé non plus. Donc finalement, ici, on sait ce que l'on paie, on n'est pas remboursé, mais avec ce budget-là, en général, au bout de 10 séances, on sait ce que l'on a acquis. Voilà, donc c'était un peu un choix, en fait. Un choix plutôt onéreux, d'autant que pour le Conseil supérieur de la santé, cette méthode n'est pas recommandée. Il n'y aurait pas assez de preuves de son efficacité sur le TDAH. Mais pas de quoi ébranler François de Chevilly. Là, franchement, ici, en témoignage terrain dans mon cabinet de 15 mètres carrés, je vois vraiment des effets qui sont très, très probants. Donc c'est plutôt que de dire pas recommandé, il n'y a pas d'études suffisantes, ça c'est juste. Mais ne pas dire que c'est pas recommandable, c'est à mon avis une erreur. Vous l'aurez compris, on est ressorti plutôt perplexe de cette démonstration. Le neurofeedback est-il une arnaque ? Pour le savoir, nous avons posé la question à notre psychiatre, expert en TDAH. Mais je ne serais pas hyper sévère sur la procédure en tant que telle. Je pense que ça peut aider certains patients dans des cas très particuliers. Mais effectivement, attention aux personnes non formées, parce que là, ça peut parfois faire pire que mieux. Le pire serait encore des gens qui achètent l'appareil, qui font ça et qui s'installent en disant « Voilà, je suis praticien de neurofeedback, donc là, c'est à fuir absolument. » Donc il faut quand même toujours veiller peut-être au diplôme de base des personnes qui utilisent ce genre de machine. À côté de ces méthodes discutables, on s'est rendu compte que plusieurs approches thérapeutiques qui ont pourtant prouvé leur efficacité manquent cruellement de reconnaissance. Valentine Ancio reçoit chez elle une vingtaine d'enfants TDAH par semaine. Et du coup, là, c'est quoi tes projets de vacances? Ce que je vois, c'est qu'en fait, tu dis beaucoup tout ce qui te passe par la tête. Oui. T'as pas trop de filtres, quoi. Non. On est d'accord? Et
la force que ça peut avoir aujourd'hui pour toi, c'est qu'en fait, tu es très authentique. Elle-même atteinte de TDAH, Valentine a étudié la psychoéducation au Québec. Une spécialité qui lui permet d'apprendre aux enfants à comprendre leurs troubles et surtout à mettre en place des mécanismes pour atténuer les symptômes dans la vie de tous les jours. Ma prof de néerlandais, elle me supporte plus parce que j'ai un bic, c'est clic. Et donc ça, je crois que je la comprends. Tu vois là par exemple le dé, c'est pas un trop mauvais objet parce que ça fait pas trop de bruit. Ce que tu peux prendre peut-être, c'est un petit bout de pâte à fixe. Ah oui, j'ai jamais pensé. Ça fait pas de bruit, ça peut vraiment canaliser ton hyperactivité dans ces moments-là. Hortense a 13 ans. C'est elle qui a voulu venir ici pour comprendre comment fonctionnait son cerveau. J'ai beaucoup moins de mal à me concentrer, je suis beaucoup plus organisée. C'est plus pratique pour tout en fait. Pour ma manière de parler, parce qu'on parle beaucoup d'émotions aussi, ma manière de comprendre pourquoi mes émotions sont beaucoup plus fortes. Qu'est-ce qui te fait du bien dans ces séances ? Qu'il y ait quelqu'un qui me comprend. Honnêtement, c'est que Valentine me comprend et elle sait m'aider vraiment. Et du coup, je trouve ça vraiment chouette parce que j'ai des solutions à mes problèmes. Valentine veut aussi responsabiliser ses patients pour que leurs troubles ne deviennent pas une excuse, mais qu'ils ne se laissent pas non plus dominer par leurs symptômes. Très vite, si on ne fait pas quelque chose, l'enfant va intégrer qu'il est bête, qu'il ne correspond pas à la norme. Pour certains qui vont parfois faire des explosions de colère, ils vont se dire moi je suis méchant. Et donc c'est super important de pouvoir comprendre son mode d'emploi pour justement ne pas se mettre des étiquettes négatives qui vont vraiment briser l'estime de soi. Ces séances essentielles pour tant d'enfants sont pourtant très mal remboursées. Seul un public privilégié peut se les permettre. Une situation dénoncée depuis plusieurs années par le Conseil supérieur de la santé. Le CSS considère que les interventions non médicamenteuses ne sont actuellement pas suffisamment disponibles et accessibles. Il faut davantage de professionnels formés au programme d'accompagnement, un meilleur remboursement des psychologues. Malgré ce constat, rien ne bouge. Le seul traitement entièrement remboursé pour les enfants de 6 à 17 ans, c'est la fameuse Rilatine. Pour les professionnels de la santé mentale, il y a là un danger. C'est dommage, d'autant plus que les guidelines, c'est-à-dire les lignes de conduite qui sont édictées par les autorités, nous disent justement qu'il faut d'abord passer par d'autres types de traitements avant d'aller au méthylphénidate si possible. Mais ces autres types de traitements ne sont pas remboursés. Alors oui, ça peut être une solution de facilité. En Belgique, visiblement, on ne met pas les moyens pour garantir à tous l'accès à des traitements non médicamenteux qui ont pourtant fait leurs preuves. Au terme de notre enquête, au-delà de tous les obstacles rencontrés au long de leur parcours chaotique, on retiendra surtout que ces enfants, à l'image d'Elisa, font preuve d'une volonté impressionnante. Évidemment, ils n'ont pas des bons points scolaires, ils ne rentrent pas dans le moule et ils ont difficile à emmagasiner la matière comme elle est donnée à l'école. Par contre, ils sont hyper débrouillards parce que je pense que depuis petit, ils ont appris à devoir se débrouiller autrement pour y arriver. Elisa, elle est hyper courageuse parce qu'elle travaille avec acharnement, on va dire. Ça m'émeut à chaque fois, mais elle a toujours envie. Elle dit jamais non, donc elle sait qu'elle doit travailler plus que les autres et elle le fait avec le sourire. Ses profs le disent aussi, donc, et ça, c'est une vraie force. Parce qu'à côté des symptômes handicapants, le TDAH entraîne aussi des qualités qui peuvent s'avérer très utiles. Ouais, ça va bien. Après avoir voulu être urgentiste puis kiné, c'est finalement vers le monde des médias qu'Adrien s'est tourné. Bonne émission, hein? Tu vas être bon. Toi aussi. Jamais. Jamais. Jusqu'au bout.
cette énergie, le fait d'avoir plein de choses qui passent par la tête, ça permet de pouvoir rebondir sur certaines choses, de pouvoir être à l'écoute et en même temps de se dire ok, j'ai déjà la question suivante que je vais lui poser en fonction de ce que je vois et de ce que j'entends. Donc le fait d'avoir un cerveau qui va vite, ça ne veut pas dire qu'il va bien, hein, mais qui va vite, ça permet quand même effectivement dans un milieu comme le nôtre de pouvoir être quand même assez productif et efficace dans certaines conditions. De choc, Adrien et Jérôme. Son impulsivité et son hyperactivité, des failles aujourd'hui devenues des forces au service de son métier. Allez